Salut tout le monde, je m'appelle Olivier Voyer, je suis directeur du développement logiciel chez Progis. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Laurent Tri, qui est un product owner chez Progis depuis plusieurs années déjà. Et je suis bien content de pouvoir vous le présenter et de discuter avec lui aujourd'hui. Salut. Laurent Tri. Salut. Salut Laurent. Ça fait longtemps qu'on en parlait de ce Ouais, podcast-là. Enfin, ouais, on le fait aujourd'hui. ouais. Notre première? Ben, première, oui, en fait, tu es le premier Wouh! cobaye de Yes. cette Ben merci, aventure. merci. Oui. Puis, j'avais hâte de te parler. Je sais que tu es un gars super curieux, super allumé. Ouais, On se parle souvent au bureau. Tu lis plein de livres. Tu t'intéresses à tout. Je voulais que, avant de commencer dans nos sujets, j'aurais aimé ça que tu prennes un petit peu de temps, peut-être 2 minutes, pour te présenter un OK. peu d'où tu viens. Je sais que Ouais, ouais, ouais. t'as un parcours un peu atypique, là. Ouais, ben moi, en fait, à la base, j'ai une formation de photographie et d'infographie. Puis, ben, j'ai été graphiste pendant pas pire de mon heure. Puis, à un moment donné, il y a un ami, Alex, qui m'a invité à passer un test chez Projet. Puis, je suis rentré en tant qu'analyste fonctionnel sans avoir d'expérience. C'est vraiment un OK. changement de branche. Carrément. Fait que t'as pas étudié du tout en informatique. T'avais pas Euh, d'expérience en non, développement logiciel, là. Non, non. J'avais de l'expérience en écoute client, j'avais de l'expérience en création, design. Puis, ben, c'est pas mal ça, en fait, je te dirais. Là. J'avais une bonne connaissance Photoshop, Illustrator, puis tout ce qui va avec ce qui a rapport avec la photo, puis l'infographie, mais spécifiquement en informatique. Puis je travaillais déjà tout le temps sur un ordinateur. Ouais, c'est sûr que C'est pas mal le t'avais. plus proche que je peux dire là, avant Je de rentrer comprends. chez Prodigy. OK. Fait que, d'un certain sens, ça a pris quelqu'un qui te donne ta chance, qui croit que tu avais Ouais, le potentiel ouais. de devenir ce que tu es en ce moment. C'est Jean-François Potvin, Diane Chéné, Alexandre qui m'ont amené à pouvoir connaître Progy, connaître ce milieu-là, puis à grandir. OK. Fait que là, ça prouve que, puis on en parle des fois Ouais. au bureau, que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir des gros diplômes ou d'avoir fait des études, tu sais, dans ce domaine-là pour avoir du Non. succès en développement Ben, logiciel. oui, là, je pense que c'est une bonne Ça base. dépend de Avoir ce des que tu études, c'est fais. quand même une bonne base, c'est important. Mais au-delà des études, c'est que quand tu arrives, que tu sors de l'école, tu as Ouais. fini une formation, tu as appris tel sujet. C'est comment est-ce que, à travers ton travail, ton quotidien, tu vas continuer d'apprendre à te perfectionner. Je pense que ça fait partie un peu du mantra des ingénieurs là, de l'amélioration continue, mais tu n'as pas besoin d'être ingénieur pour ça. Là. Mhm. Apprendre, vouloir s'améliorer, c'est la responsabilité de tout le monde. Ouais. Non, c'est ça. Puis je pense que l'apprentissage continu, l'amélioration continue, ça Ouais, fait, tu sais, c'est le cœur du développement itératif, de l'agilité. ouais, ouais. Puis je sais que l'agilité, tu es un fan. Ouais, Tu je es un de ceux qui est les plus intense grands peut-être. défenseurs de Ouais, l'agilité peut-être intense, chez trop Projet. intense des fois. Là, je me fais du Non, mal non. des fois, mais c'est pas grave. Je crois quand même à ma vision puis à l'importance justement de l'agilité. Ouais. Ouais. Puis comment tu le vis, toi, comment, ce que je veux dire, c'est comment tu l'as vécu, mettons, la transition vers l'agilité, parce que ça t'a été présenté. Tu connaissais pas l'agilité du Non, tout ben c'est ça. avant. Moi, j'étais arrivé chez Progy. Dans ma vie, j'avais des chargés de projet en tant que graphiste. Mettons, j'avais chargé de projet qui me donnait du travail. On faisait le projet, puis ça finissait là. Ouais. Euh, quand je suis arrivé chez Progy, on avait un peu ce mode de fonctionnement-là au début, puis ça marchait pas vraiment. Ça marchait sur certains points, ça marchait vraiment pas du tout sur d'autres. Mhm. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe où est-ce qu'on a eu un peu plus de latitude. On a essayé de faire des choses un peu différemment. On a ditché le concept du devis fonctionnel assez rapidement. On a commencé à travailler avec des plus petites user stories. On Ouais. a commencé à avoir plus d'implication des développeurs là, dans le travail puis dans la conception. Fait qu'on a essayé de réduire, dans le fond, les couches de communication puis de gestion pour impliquer le plus de monde possible. Mais on ne savait même pas encore à ce moment-là c'était C'est quoi ça. l'agilité. On voulait juste que ça aille mieux. Ouais, c'est ça. Puis, Ça a comme. ouais. Ça s'est fait de façon organique, un peu naturelle. Ben, on parle d'amélioration continue. Je pense ben, telle affaire, on l'a fait de telle manière, ça n'a pas bien marché. OK, on va changer un petit morceau. OK, ça va mieux. Ouais. Puis après quelques moments, quelques années, je te dirais, on a su qu'il existait quelque chose comme l'agilité, puis on a commencé à peut-être plus l'attaquer de front. Mhm. Puis ben, ça fait partie de ma découverte, de mon cheminement chez Progy.
puis d'en forcer des meilleures pratiques agiles. En forcer, je dirais, supporter ou Ouais. du moins collaborer avec des gens de manière plus agile pour démontrer les gains. Ouais. OK. Fait que, tu sais, souvent, ce qu'on se dit, parce qu'on a souvent la discussion, on parle d'agilité, tout ça. Puis, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est, tu sais, l'agilité, c'est pas. On n'est pas agile parce que c'est un choix ou qu'on. Tu sais, c'est comme une tendance, c'est qu'on n'a pas le choix. Si on fait du développement logiciel, c'est nécessairement, tu as plus d'inconnus que de connus. Tu sais, fait que c'est difficile de planifier en amont, comme en gestion de projet traditionnel. Tu sais, ça se fait quasiment pas parce que tu as tellement d'inconnus que tout ce que tu vas planifier, Ça risque de pas marcher. tu sais, ça va être une perte de temps. Parce que tu perds ton temps, dans le fond. Fait que Si t'es trop dans les détails, puis là, tu es en train ça. de mesurer des micro-millimètres de minutes sur des projets que tu vas faire dans 8 ans, tu perds ton temps. Parce qu'il y a des bonnes chances que tout ce que tu as planifié, vu qu'on est dans un domaine qui est tellement évolutif, que les technos changent, que ça soit même plus pertinent dans 3 mois, 6 mois. Oui, puis je pense que pour adresser justement ces choses-là, il faut être honnête avec soi-même, honnête avec son équipe, honnête avec tout ce qui se produit, puis sortir un peu des modèles mentaux qu'on a d'habitude. C'est comme, j'ai un projet, fait qu'il est censé se produire de telle manière. Quand tu casses un peu cette idée-là, puis que tu commences à adresser les choses avec plus d'honnêteté ou en étant plus humble, souvent tu te rends compte que, OK, on a fait ça de telle manière, c'est un peu de la merde, tu sais. Puis là, tu adresses plusieurs points comme ça. C'est comme moi, finalement, je vois plusieurs points d'amélioration. Puis t'améliores. Tu sais, l'agilité, je pense, c'est aussi avoir l'honnêteté d'adresser ce qui va pas bien, puis vouloir l'améliorer en continu. Fait qu'on joint des notions de lean, on joint des notions d'agilité. C'est supporté par le Scrum, par plein d'autres méthodologies. Ouais. Fait que, Cool. Puis, je veux qu'on parle un peu des rôles dans une équipe agile. C'est quelque chose qui revient souvent dans nos discussions parce que chez Projet, on est tout le temps en remise en question, on essaie de s'améliorer. Ce qui est la bonne posture, être en constante remise en question. Puis, on parle souvent des rôles. Oui. J'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Mettons, dans une équipe agile, on sait que dans le Scrum Guide, c'est comme il y a des développeurs, Scrum, les PO puis Scrum Master. That's it. Il n'y a pas de QA, d'analyste. Mais toi, c'est quoi ta vision là-dessus? En fait, mettons, pour mettre la table, je parlerais de ce que je n'aime vraiment pas. Puis, sans pointer vers un idéal, j'aimerais ça juste dire ce que j'essaie de décourager comme pratique à l'intérieur de mon équipe ou de mes équipes. Il fut un temps où il y avait l'organisation scientifique ou le scientific management qui a été mis en place un peu par les industries Ford, il y a super longtemps. C'est le taylorisme. On appelle ça le taylorisme. Puis c'est généralement où est-ce que tu as une séparation des couches de ton organisation. Puis allez voir sur Wikipédia, là, ne me citez pas. Là, prenez la peine de... Faites vos propres recherches. Mais dans le fond, c'est pour dire qu'il y avait une séparation entre ceux qui vont concevoir et ceux qui vont faire. Fait que après ça, tu essaies de simplifier tous les travaux dans sa plus simple expression. Fait que tu as quelqu'un qui va être responsable de visser cette botte-là. Toi, tu vas être responsable de visser l'autre botte. Puis, c'est un concept qui marchait à l'époque industrielle où est-ce que là, ta pyramide de Maslow était en mode genre j'ai faim, il faudrait que je mange, fait que tu vas faire le travail qu'on te donne. On n'est plus dans cette situation-là maintenant. Puis je pense qu'il faut adresser les pratiques de travail de manière un peu plus intelligente. Le taylorisme, c'est vraiment le typique chaîne de montage. Là, chacun fait sa petite chose, mais à la perfection. C'est routinier, très répétitif. Très routinier, c'est très répétitif. Puis, tu sais, on est à une place où on considère plus les humains comme des machines que comme des humains. Tandis que le développement informatique, ce serait une grosse erreur parce que c'est beaucoup de l'humain, puis c'est pas beaucoup de machines. C'est beaucoup de créativité. Effectivement. Puis la créativité, tu peux pas c'est pas sur commande, hein? Non. Ça prend un cadre qui permet de comment dire, de la rendre possible ou de créer, d'avoir de la créativité. Tu peux pas décider un matin, je vais être créatif. T'sais. Non, c'est ça. C'est un muscle qui se pratique. Puis des fois, c'est un autre minding quand tu travailles en développement logiciel. Oui, exactement. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se font dans des entreprises où est-ce que tu essaies d'avoir une division des rôles très claire, très précise à l'intérieur même d'une équipe de développement, ce qui fait que tu crées des silos à l'intérieur de ton équipe. Fait que, j'ai entendu des cas où est-ce que, dans mon équipe, j'ai un PO, un chargé de projet,
un Scrum Master, j'ai un développeur front-end, un développeur back-end, un DBA, un analyste fonctionnel, puis un analyste UX/UI. Puis un QA. Ah, puis oui, Souvent, excusez, oui, il y avait un un QA en testeur. plus. Il y avait un testeur, mais il n'était pas spécifiquement attribué à l'équipe. Là, mais OK. ouais, il y aurait eu un QA s'il y avait pu, je pense. Fait que après ça, ben OK, comment ça marche? Ah, nous autres, on est agile, on fait du Scrum. Ouais, parce qu'ils OK, font des daily le matin. Là. parce qu'ils font des délits le matin, Puis puis ils ont ils toute ont la des série de sprints de meetings. 2-3 semaines. Mais après ça, tu mets de quoi dans le pipeline ou plus sur la chaîne de montage, je te dirais. Ouais. Tu t'attends à ce que chacun des individus soit l'expert de son propre milieu. Puis là, ben, tu te rends compte en QA qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou en test d'acceptation. Puis ça remonte la chaîne. Puis là, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Ouais. Jusqu'à temps que tu recommences le processus. Puis, ben, il n'y a personne qui peut parler de la qualité du travail que les autres font. Fait que là, il faut que tu t'en... En tout cas, fait que c'est pas leur domaine d'expertise. Fait que là, en tout cas, pour tout ce que ça crée comme bottleneck à l'intérieur de ton équipe, c'est pas super efficace. Ouais, puis ça, c'est un piège parce que intuitivement, on a l'impression que ça serait plus efficace. Ouais, De dire chacun, ben lui, ben, le programmeur, il programme. La personne, mettons, l'analyste, il va définir le besoin. Puis chacun fait ça un peu étape après un après l'autre. ouais, Puis on aurait l'impression que ce serait efficace, mais en développement logiciel, ça ne l'est pas parce qu'il y a trop d'inconnus. exactement. Puis il faut travailler en équipe. Puis Pour, ça retire une importance du travail qui est l'engagement ou l'ownership du projet. Mhm. Où est-ce que tu es plus. Chacun des individus d'une équipe, mettons, qui est hyper divisé comme ça, le projet ne lui appartient pas. Il appartient à un product owner. Puis, ce qui leur appartient, c'est leur petit bout de travail seulement qu'ils doivent faire sur cette chaîne de montage-là. Leur sprint. Leur sprint Ouais. ou leur Ou le Kanban, backlog. ou le backlog, c'est ça. dépendamment comment ils travaillent. Mais, tu sais, je pense que pour pouvoir owner un projet, pour avoir des individus qui sont engagés envers leurs produits, il faut qu'ils puissent chacun avoir leur mot dans la partie de conception. Ça fait partie de comment, je pense, engager une équipe envers son produit, puis aussi améliorer la qualité de ton produit. Parce que tu vois j'ai vu des entreprises où est-ce que c'était le PO puis l'analyste fonctionnel qui décidait de 100% de comment les choses allaient se produire dans le produit. Ouais. Puis après ça, les développeurs arrivent, puis ils font comme Ah, OK, ouais, ben, on va faire ce qui est marqué sur la feuille. Mais il y a tout le temps, puis je l'ai vécu souvent, là, en général, il y a une meilleure manière de le faire. C'est juste que tu ne l'as pas encore découverte. Mais Ouais. quand tu as 6 autres personnes qui sont avec toi, qui se sont dit Hey, cette liste-là, à la place de faire telle liste, on pourrait faire un call d'API, faire telle affaire. D'un coup, équipe, j'ai plus besoin de cette interface-là. Ah oui, j'ai plus besoin de cette fonctionnalité-là. C'est plus simple comme ça. Les clients, Ben, moi, ce que j'ai vu, là, c'est que le danger, quand tu fais ça, comme mettons ton PO ou ton analyste définit le billet dans le détail, puis le programmeur fait ce qui est, mettons, les critères d'acceptation du billet. Ce que j'ai vu comme piège, c'est que les développeurs, ils font uniquement ce qui est écrit là. Puis ce qui n'est pas écrit, ils le font pas. Parce que ça leur appartient pas. Fait qu'ils disent, ben, moi, c'est pas écrit, je le fais pas. Voilà. Alors que quand tu l'impliques dans la conception, ben là, il va s'engager, puis il va dire, ah, ben, elle avait oublié telle affaire, la personne, c'était pas on n'y avait pas pensé, puis en jouant dans le code, je me rends compte qu'on n'avait pas pensé à ce cas-là. Là, tu as un engagement, puis c'est là, parce qu'il y a tellement d'inconnus que tu peux pas tout penser en amont, même dans un sprint. Fait avoir les développeurs engagés versus hyper définir tous les billets, tu vois ça avec des billets qui sont hyper documentés. Ouais. T'empêches les développeurs un peu, l'équipe de développement, de s'approprier le projet. Moi, ça me nuit dans la production de mon produit parce que on est juste des humains. Je peux pas être à moi tout seul penser au behavior des 75 000 utilisateurs qu'on va avoir un jour. Puis, mettons que je le teste pendant 40 heures, mon produit. Ben 40 heures, quand tu as 5000 utilisateurs qui utilisent ton produit, ça se fait dans les premières minutes, 40 heures d'utilisation de ton produit. Mm-hmm. Fait que, tant qu'à ça, impliquons les gens de l'équipe. Permettons-leur de trouver des solutions puis améliorer la qualité du produit. De toute façon, peu importe le temps que tu vas avoir passé à analyser un billet, un story, tu vas oublier des affaires. Ça ne sert pas à grand-chose de passer des heures. On essaye de ne pas oublier des choses, d'essayer de prévoir le plus possible, mais pas dans un contexte où tu es en train de overthinker, over-planifier, over-engineer. Exact. Tu essaies de garder ça plus simple puis de garder en tête le besoin du client puis ton objectif. Ouais. Puis quand tu comprends ça, puis quand ton équipe comprend ça, ils sont « Hey, tu sais, tel billet, tu avais fait telle affaire, ouais. On est en train de le faire, puis on se disait, on pourrait faire ça de telle manière, ça serait plus simple, ou on pourrait juste
changer un peu la manière qu'on l'implémente, puis on vient de faire deux pierres un coup, ben, en tant que PO, moi, c'est de maximiser l'impact, la valeur de l'impact. Ben, je suis en train de le faire si je les laisse Exact. bien Puis ça, tu travailler. n'aurais jamais vu cette opportunité-là si tu avais analysé en amont pendant des heures. Tu sais, tu l'as vu parce que les gars, ils se sont mis les mains dedans, ou Ouais. les devs, là, je dis les gars. Mais Puis ouais. il y a des filles aussi. Mais puis ça s'approprie le projet, puis ça leur tient à cœur d'avoir un projet qui est cool, qui est nice, qui rend les clients heureux. Ouais. Puis tu sais, comment toi, concrètement, là, toi, tu en as des équipes, tu en as deux, bientôt peut-être trois. Deux, trois, puis des grosses équipes quand même, là, 5-6 devs. Puis comment, tu sais, tu n'as pas d'analyste ou presque pas, tu te fais... Ben, j'ai un coup de main de... T'as de l'aide, mais c'est ça, mais je veux t'entendre là-dessus. Comment tu vois ça? Comment tu t'organises? Ben, comme je disais un peu tantôt, l'ownership du projet, c'est pas juste... Le rôle, c'est product owner, mais l'ownership du projet, c'est aussi aux membres de mon équipe. Pour moi, les motiver vers une vision, vers un objectif, d'où le produit veut se rendre, c'est crucial. Puis je pense que ça fait 50% du travail que j'ai à faire. Si j'avais si j'avais pas d'objectif, si j'avais pas de vision de produit, si j'avais pas tous ces concepts-là qui sont implémentés dans l'équipe, tout à coup, il faudrait que je me mette à hyper définir les billets parce que les développeurs seraient perdus, il n'y aurait pas d'objectif. Puis si j'avais aussi pas un backlog clair, OK, mais voici ce qu'on a dans le backlog, voici tout le travail qu'il y a à faire. Bien, si tu te poses des questions, si tu veux savoir c'est quoi le travail que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait influencer dans le futur, il faut que tu aies compris la vision, les objectifs, il faut que tu aies une idée de où est-ce que tu t'en vas. Le backlog est censé refléter ça. D'autres documents peuvent t'aider à le faire. Fait que c'est crucial. Puis, on parlait d'optimiser puis d'améliorer en continu nos pratiques. Bien, c'est des choses que j'ai découvertes avec le temps. Je peux passer énormément de temps à extrêmement définir chacun des billets ou à constamment faire un suivi hyper intense avec les développeurs, ou je peux les mobiliser vers une vision et un objectif commun. Puis ça se fait en tant que PO, en continu, je pense. Fait que c'est intéressant. Fait que toi, tu es en train de dire que tu es un PO, puis tu gères 3 équipes d'une dizaine de... Deux pour l'instant. Deux équipes, oui, d'une dizaine de développeurs. Puis la seule façon que tu arrives à gérer cette charge de travail-là, c'est que ton équipe t'accompagne dans l'élaboration des requis, des spécifications, des billets, des user stories. Fait que tu impliques tout le monde de l'équipe. Bien, c'est un peu le but. Parce les que devs, les QA. Si je ne les implique pas, bien, je vais devoir passer plus de temps plus tard à définir des billets. C'est ça. Non seulement ça, mais la qualité des billets que je vais sortir, je parle de qualité, mais du moins de la compréhension des billets, il faut que ça marche avec ce que l'équipe comprend du projet. Puis si je les implique plus tôt, bien, eux autres, la user story, peut-être que quand on va la décrire, on va dire plein d'affaires, on va marquer peut-être 80% de ce qu'on va dire. Puis eux autres, quand ils vont travailler, ils connaissent le 20% qui manque, et peut-être plus. Puis ils vont dire, hey, OK, ça ici, j'avais cette option-là, j'ai la latitude de choisir telle ou telle manière. Je vais choisir telle manière parce qu'avec ce qu'on a découvert pendant le sprint ou le sprint précédent, ça fait plus de sens de choisir cette chose-là. Je n'ai pas hyper documenté tout le processus de développement, mais on rend ça light, on rend ça efficace, puis on s'assure que tout le monde soit engagé et qu'ils comprennent bien. Oui, puis tu sais, souvent les gens, tu sais, on leur explique l'agilité, puis c'est comme, ben là, comment ça, il y a autant d'inconnus, vous découvrez tout le temps des choses en cours de route, tu sais, sais-tu, ils sont pas bons, ou c'est comme, moi je leur dis, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est que l'environnement fait qu'on est dans du complexe. Tu sais, il y a plus d'inconnus au niveau de la techno. Juste la techno, là, ça évolue tellement vite. Juste ça, tu sais, puis en plus, on a les besoins des clients qu'on connaît pas, qu'on comprend pas tant finalement, hein, parce que c'est de l'intangible. Fait qu'il y a ça aussi qui est tout le temps, tu sais, faut naviguer là-dedans. Puis la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser la force d'une équipe et non pas un individu qui va, en amont, tout penser, essayer de domper ça dans une équipe à ses devs. Puis après, les devs vont envoyer ça aux testeurs. J'aime ça comment tu dis domper, mais j'ai déjà vu ça. Puis j'ai déjà été coupable d'avoir fait ça aussi. Mais tu sais, toi, ce que tu expliques, c'est, puis là, je vais dire un terme qu'on a découvert ensemble puis qu'on aime beaucoup, le shift left. Le shift left, c'est d'amener l'équipe le plus possible d'impliquer l'équipe le plus possible dès la phase d'initiation, d'idéation de tes projets. Fait que ça, toi, tu le vis, le shift left. Bien, il faut parce que... Tu le fais, là. Parce que sinon, je ne serais pas capable de faire ce que je fais. Exact, c'est ça. C'est la clé.
C'est la clé. Ouais. Puis, tu sais, ça revient un peu sur avoir un point de vue humble, mais aussi peut-être le plus possible objectif avec comment est-ce qu'on travaille. J'ai fait des choses, ça n'a pas marché, comment je peux les améliorer. OK. Exact. Puis là, tu fais comme, ouais, faudrait que j'aille à gauche. Faudrait que j'aille à gauche. Ouais, il faut que je shift left. Faut que je shift left. Puis, tu as mentionné aussi la complexité. Puis, je pense que ça adresse aussi, ça fait un parallèle un peu avec cette objectivité ou le côté humble de comment est-ce qu'on perçoit le travail. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la matrice de Connevin qui parle des différents cadrans de complexité, comme simple, compliqué, complexe, puis le chaos. Ah oui, il y a aussi Stacy, la matrice de Stacy aussi qui est similaire. Oui. Je pense que souvent, on ne prend pas le temps de se demander dans quel cadran on agit. Est-ce qu'on est en train de traiter ce projet-là comme si c'était un projet simple ou comme un projet compliqué ou comme un projet complexe? Puis c'est là, souvent, où est-ce que il faut avoir une approche humble avec ce qu'on est en train de faire, puis se dire qu'on ne sait pas où est-ce qu'on est, qu'on ferait mieux de traiter ça dans le pire des cas, puis après ça, l'adresser. Parce que souvent, tu disais, l'estimé n'est pas bon parce qu'on a pensé à telle affaire, on n'a pas pensé à telle affaire, on n'a pas pensé à telle affaire. Les fameux estimés, ouais. Mais souvent, c'est parce qu'on conçoit tous les projets qu'on fait comme s'ils étaient dans le cadran de la simplicité ou est-ce qu'on connaît les bonnes pratiques. C'est déjà quelque chose qu'on a déjà fait. Exact. Puis au final, non, jamais, parce que 99% du code qui est écrit, c'est la première fois que ce code-là, dans ce contexte-là, dans cette application-là, dans le monde, existe pour tel besoin spécifique. Mais moi, je pense que si tu fais du développement web, là, je pense que de facto, tu es dans du complexe. Parce que tu as plus d'inconnus. Parce que c'est tellement. Tu ferais mieux d'adresser. C'est fou, là, la complexité des trucs qu'on fait en développement web. Là, ça évolue tellement vite. Versus peut-être faire du développement desktop ou. Tu sais, ça dépend des contextes. Il faut vraiment s'asseoir et regarder. Je ne suis pas assez familier avec le développement de desktop pour dire que ça peut être simple ou compliqué. Je le traiterais quand même comme étant quelque chose de complexe. Mais c'est sûr qu'il y a certains cas où est-ce que tu as peut-être une application legacy qui a 20 ans puis tu n'es plus en train de créer des nouvelles fonctionnalités. Tu es plus en train de on va faire nos mises à jour. Puis, exact. Tu es plus en maintenance. Peut-être tu es moins dans un domaine complexe, donc peut-être des méthodes de gestion de projet plus traditionnelles pourraient mieux fonctionner, parce que tu n'as pas tant d'inconnus. Peut-être, parce que ta techno évolue plus vraiment. Puis c'est là où est-ce que il faut adresser les choses de manière humble et objective. Quand je suis en train de travailler sur un projet, est-ce que je suis un expert? Généralement, tu n'es pas un expert du nouveau besoin qui n'existait pas avant. Exact. Fait que tu devrais, par défaut, adresser ça de manière comme si c'était un problème complexe. À la limite, il va devenir compliqué puis fine for us. À la limite, il va devenir simple puis better for us. Puis dans le pire des cas, tu n'auras pas explosé tes expectations, tes attentes de ton client, puis ce qui va avec. Ouais. Puis tu sais, pour faire du shift left, as-tu des trucs à donner ou y a-tu des choses dans une équipe? C'est quoi qu'une équipe doit avoir comme caractéristique pour être performante dans un contexte de shift left? Y a-tu des skills ou qu'on doit avoir? Oui, c'est sûr qu'adresser la qualité, là, je pense que c'est important. Qualité, OK. Là, je reviendrai avec l'engagement aussi, avoir l'engagement de ton équipe sur ce que tu veux faire, parce que c'est pas juste shift left si tu ne comprends pas pourquoi. On va faire shift left pour les tests, pour la sécurité, pour tout. Mais si ton équipe n'est pas motivée... Dans le fond, la qualité, ce que tu dis, c'est qu'il faut que ce soit owné par l'équipe de développement et non pas dans les mains d'un QA, que c'est sa responsabilité de s'assurer que la qualité est Exactement. bonne. Puis je pense que le Scrum Guide le décrit aussi, là, la qualité, c'est une responsabilité des développeurs. L'équipe, je ne me souviens plus. Je pense que dans le Scrum Guide, les développeurs, ça inclut des QA. Tu crées un produit, c'est ça. C'est un autre minding. Oui. Mais je dirais non seulement les développeurs, dépendamment des entreprises, je dirais que c'est la responsabilité aussi du PO puis du Scrum Master. En fait, le Scrum Master est censé organiser les rétros spécifiquement pour adresser la qualité. Fait que sensibiliser son équipe à ces pratiques-là, aux douleurs qui sont vécues, à la qualité du produit, c'est super important. Puis une fois que ça, c'est fait, je dirais, là, tu peux commencer à adresser le shift left. Fait que c'est de faire de la place dans ton projet, dans tes budgets aussi, pour la qualité, le faire comprendre. Parce que, mettons, ce que j'ai vu dans certains cas, c'est que j'ai pas adressé, au début d'un projet, je n'avais pas adressé la qualité comme j'aurais dû le faire.
Puis je l'ai appris, malheureusement, ça s'est produit. Mais OK, maintenant que je connais les bonnes pratiques, ben, j'ai plus autant de travail non planifié par sprint que j'avais quand je n'avais pas les bonnes pratiques. Mhm. OK, la tâche a peut-être pris 5 de plus ou 10 de plus à faire, mais c'est la dernière fois qu'elle brise. Oui, c'est ça. T'sais? C'est un investissement qui en vaut le coup. Ben oui, parce Parce que, que, je veux dire, les tests automatisés, si on parle un peu plus ouais, du technique, là, concrètement, du là. concrètement, là, je veux dire, les tests automatisés peuvent scaler avec le nombre de choses que tu produis, tandis que du temps QA manuel, ça scale Exact. très mal. Puis, ben, l'affaire, c'est que du code, ça reproduit le même pattern. Un humain, même si c'est écrit, ça reste un humain. Exact. Puis, puis On a des heures limitées dans une journée. puis c'est ça. Puis, ben, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes excellentes pour la QA. Puis je leur faisais, et je leur refais actuellement, et je leur faisais, ceux qui sont plus avec nous, totalement confiance, mais reste qu'un test automatique, c'est plus Moi, je fiable. pense qu'on ne peut pas faire de la qualité logicielle sans implémenter des tests automatisés, honnêtement. Là. Ouais, je pense aussi, C'est la clé. Là. à moins que ça ne te dérange pas d'avoir toutes tes sprints qui sont remplis à moitié de bugs des autres sprints précédents. Mais si tu rentres dans ce mode-là, là, tu viens de briser ton agilité parce que tu passes la majorité de ton sprint Ah ouais. que tu serais supposé valider des hypothèses. Au lieu de valider des Tu es en hypothèses, train de tu corriger es en tes train de erreurs. corriger Ouais, des ouais. erreurs. Fait que là, tu viens de briser ton agilité parce que ta planification est moins efficace parce que Je tu sais peux pas si t'ajuster. si on dirait briser ton agilité, mais du moins la qualité de tes itérations. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas que tu n'es pas agile si tu as des bugs. C'est plus que tu n'es pas encore en train d'adresser les choses auxquelles tu es sensible ou tu n'as pas encore une Les sensibilité choses qui ont de la sur les valeur, bugs. Ouais. tu passes, parce que réparer des bugs, ça ne crée pas de valeur. Non, c'est ça. Fait que là, ben, C'est- ça devrait faire partie de ta discussion de Hey, Ouais. on a beaucoup de bugs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Puis, tu sais, il n'y a pas une situation que one size fit all. Tu sais, Exact, ça va c'est faire sûr. partie de chacune des équipes. Puis chaque équipe a son niveau de maturité aussi, a sa propre petite dynamique. Puis, mais je pense que ce qui est important dans ce que tu as dit, que ce que je comprends, c'est que les équipes doivent être autonomes puis auto-organisées, qui Ouais, ont toutes ouais, les ouais, skills à ouais, ouais. l'intérieur de leur Ben, équipe. c'est un peu Puis de ne les pas avoir des risques. spécialités. Ouais, ben, ça revient à ce qu'on disait au début. Tu sais, il y en a qui disent T-shape role. T-shape. Ouais, Ouais, ben, ouais. tu sais, on parlait d'avoir des équipes en silo. Ou est-ce que, ben, on a des problèmes dans l'application. OK, c'est de la faute du front-end. Puis là, ils vont dire le front-end fait moins d'erreurs. Puis là, C'est ça quoi fait. le pas ça. T-shape? Ça veut dire Bon, ça. ben, Tu as expliqué? T-shape, là, je ne suis pas de la rousse, mais ce que je peux te donner dans ma compréhension de ce que ça veut dire, c'est que tu as des individus qui sont en I, qui ont une spécialité très pointue. Fait que c'est des experts dans un milieu. Puis je dis pas que c'est mal. On a certains cas, Mhm. quand tu fais un produit où est-ce qu'il te faut des experts très pointus, mais qui vont peut-être pas passer leur vie dans ton équipe pour certaines situations, mais en général, T-shape, ça veut dire que j'ai une certaine spécialité dans un domaine et je connais les autres domaines du développement, OK. grosso modo. La barre horizontale, c'est Ouais. vraiment. Je suis bon, on va dire, dans un peu tout, Mhm. mais je suis un expert dans quelques petits trucs. Mettons Ouais, c'est ça. front-end, mais je suis capable de faire du back-end. Fait que c'est pour Mhm. ça qu'on cherche souvent des devs full stack quand Ouais. on est en agile Ouais. parce Ben, qu'on veut que chacun ouais. puisse Puis on n'est pas pallier, fermé contribuer. non plus à avoir du monde qui ont plus de spécialités dans un contexte, mais Mhm. il faut qu'ils veulent apprendre, il faut qu'ils puissent s'impliquer dans le restant du travail de l'équipe. Parce que si, mettons, disons que j'ai un expert qui ne fait que du front-end puis qui ne veut pas toucher au back-end, la journée où est-ce que j'ai une Ouais. itération, où est-ce que j'ai pas tant de travail Ou tu as des front-end à départs faire, ou des vacances, puis là, il y a un. tout devient un bottleneck dans C'est l'équipe, ça, puis t'es là, il faut batté. planifier, replanifier avec tout le monde, puis emprunter des ressources ailleurs. Ouais. Puis là, ça devient excessivement complexe. C'est que tu crées. C'est comme. Des dépendances. Ouais, tu crées des dépendances au sein même de ton équipe qui deviennent des bloquants. Fait que, on essaie d'éliminer le plus possible les bloquants en agilité, en Scrum, puis tout ça. Puis, à l'extérieur de l'équipe, ça se comprend bien, mais des fois, on oublie qu'à l'intérieur d'une même équipe, il peut y avoir des dépendances nocives, là, puis qui viennent brimer l'équipe puis la vélocité. Il y avait avant, tu commençais, tu avais. Là, au début, quand je commençais mon travail chez Projet, puis qu'on apprenait à ce moment-là, en fait, on commençait à adresser des faiblesses qu'il y avait dans les équipes, je pense. Mais je faisais mon travail de PO. J'identifiais le besoin. Il y a un OM qui le priorisait.
Un Après OM, ça, c'est quoi, là? Je pense que les gens... Operational Manager chez Prodigy. Comme un directeur de produit, dans le fond, Ouais, quelque chose dans le genre. directeur des opérations. Après ça, il y avait un analyste fonctionnel qui faisait un devis d'analyse fonctionnelle. Mhm. Là, le devis d'analyse fonctionnelle était évalué par l'architecte. Fait que là, il faisait le processus d'architecture. L'architecte en vase clos, là, faisait ça de son côté. Oui, il y avait un bureau d'architectes chez Prodigy que OK. quand tu avais un projet à faire, tu allais leur donner ton devis. Eux autres, ils allaient l'analyser, Mhm. l'architecturer, pondre un autre document. Le document, après ça, tu allais le donner dans le pool de développeurs. Puis tu avais des développeurs qui travaillaient sur. Fait que là, ben. Ça, c'est silo. Puis là, ben, toi, tu faisais tes affaires d'analyse fonctionnelle. Puis à un moment donné, il y avait des tests fonctionnels qui retontissaient. Fait que là, alors, je vais aller faire mes tests fonctionnels. Puis là, ben, tu constatais les erreurs que tu avais soit mis dans un devis, soit l'incompréhension face à ce que l'architecture avait implémenté versus ce que toi, tu t'attendais comme comportement. Puis là, Ouais. c'était long, c'était lourd. Ça ne marchait pas, ça coûtait cher. Ouais. C'est la meilleure façon de déresponsabiliser une équipe parce que là, à chaque fois qu'il y a de quoi qui ne marche pas, parce que ça va arriver, parce C'est que la ça faute arrive d'un toujours, département. ben, c'est l'autre qui n'avait pas pensé à ça Ben quand il a ouais. fait son devis. Puis là, le QA dit ça a pété, ouais, c'est parce que le dev a fait un bug. Puis là, le dev dit ouais, mais moi, c'est parce que C'est poche, là. Fait que Hey, ça, c'est la pire façon. C'est poche parce qu'après ça, tu parles à tes collègues, puis tu es comme, ouais, mais on veut tout que ça marche bien. Ah ouais, c'est ça. On veut tout que ça aille mieux, on veut tout construire de quoi d'ensemble. Tout le monde est On bien veut tous intentionné. Là. Ouais, on veut tous Mais- être fiers de notre projet, Exact. mais on a fait une structure ou un processus qui nous pite tous les uns contre les autres, malheureusement. Puis, Ouais. ben, je pense que on parle d'amélioration continue, il faut l'adresser. Il faut dire, ben, on poursuit l'excellence, on va changer les choses, on va adresser puis se remettre en question. On va adresser les Exact. choses puis se remettre en question. Faut créer une culture dans l'entreprise qui valorise les échecs parce que c'est la seule façon qu'on Ouais, apprend. ouais. De valoriser, de dire c'est correct, essayez des affaires, puis Ouais. plantez-vous, puis vous allez acquérir plus d'informations pour être meilleur après. Mais ça, c'est pas, Ouais. pas toutes les entreprises qui le valorisent. Ça a l'air weird de dire ça, mais imagine, Ouais. tu sais, dans un monde où est-ce que chacun des échecs, quand tu le partages, t'es célébré. Tu sais, on oublie là, C'est ça. le côté nocif pour les clients, là, juste pour l'histoire, pour que je vais raconter, mais Ouais. à l'intérieur d'une équipe de développement, tu te dis, hey, j'ai fait telle erreur quand j'ai fait telle chose, j'ai découvert ça. Hey, merci de le partager avec nous autres. Tu viens tous nous instruire sur quelque chose qu'on ne devrait plus faire. Exact. Mais bien souvent, c'est découragé, c'est mal perçu, il y a des égos. Puis, ben, ça reste sous le tapis. Puis, on n'en apprend rien. Puis Ouais. ça, c'est une perte qu'on a dans les organisations, les entreprises. Fait que, tu sais, avoir ce niveau de partage-là à l'intérieur d'une équipe, c'est hyper important. Ouais, mais ça vient pas tout de suite. Hein? Ça vient. Non, Ça c'est prend ça. du temps. C'est les on niveaux de parle des fois maturité. de safe space à l'intérieur d'une équipe. Ouais. Est-ce qu'on peut être honnête, humble, avec... Tout découle de ça. Ouais, le courage aussi de dire les choses telles qu'elles sont, même si ça peut être un peu confrontant pour toi. Oui, oui. Mais ça prend du courage. Mais pour avoir du courage, il faut que tu aies confiance dans tes collègues. Ouais, Fait que, ouais. Ça se développe, ça. Oui. Ça prend du temps. J'ai un développeur qui est plus junior dans une de mes équipes qui a dit, hey, tu sais, tu as mis un deadline, puis il est serré, puis j'ai peur. Il l'a mentionné clairement. OK. Il a Dans dit, un j'ai peur. daily. Je me souviens plus dans quel meeting. Ah non, je pense que c'était dans la rétrospective. J'ai peur, quand je fais telle affaire, de ne pas être assez bon. Puis, ce qui s'est produit dans l'équipe, puis c'est ça que je souhaite à tout le monde qui travaille dans une équipe de développement, là, c'est, hey, t'inquiète pas, t'es junior, ça va bien aller. C'est normal que tu fasses des erreurs. On est là pour t'aider puis pour te supporter là, dans ta croissance. Ouais. Puis c'est pas un individu qui a dit ça dans l'équipe, c'est tous les développeurs dans l'équipe qui étaient là puis qui, hey, ça va bien aller, t'inquiète pas. Fait que de ce moment-là, ça faisait pas longtemps que j'étais rentré dans cette équipe-là, j'ai vu plein de belles choses se produire. C'est sûr, parce que la pression vient de tomber. Ouais. Cette personne-là, tu viens de l'empower, de dire c'est correct, on ne s'attend pas à la perfection. Puis, tu sais, moi, souvent, que je dis, on essaie de créer une culture d'excellence, puis c'est pas une culture de perfection, puis il y a une nuance importante, parce que l'excellence, c'est pas d'être parfait, mais c'est de dire, je poursuis l'excellence dans le sens où je veux toujours m'améliorer. Mm-hmm. Et je ne vise pas d'être parfait, parce que là, quand tu veux être parfait, c'est là que tu commences à dire, ben là, il faut que je fasse des tests pour couvrir 100% de mon code base. Puis là, tu n'as pas d'ROI, tu veux engineerer, tu veux atteindre la perfection. Oublie la perfection, tu ne l'atteindras jamais. Puis le client, oui,
il va changer de besoin éventuellement. L'important, c'est que tu as une stratégie de qualité qui est en place, qui est comprise par tout le monde. Tu sais, on parle de T-shape, là, mais le T-shape, c'est pas juste au niveau technique. Tu sais, c'est, mettons, tes devs, tu veux qu'il y ait des notions de qualité. Tu veux les amener dans ta vision. Tu veux qu'il y ait des notions d'analyse fonctionnelle, de comment développer des fonctionnalités, des billets, des user stories. Tu veux qu'il y ait des notions de story mapping, de name it. Oui. Puis moi, ce que j'aime, c'est que je ne suis pas parfait, fait que je fais des erreurs, mais je tapais sur le clou de invest. Il faut que la user story soit invest. Fait que là, je présente une grosse user story, puis j'avais fait costaud un peu. Puis là, j'étais content parce qu'il y a un développeur qui a fait comme ouais. C'est pas très indépendant. Exact. Ça va pas super bien tester aussi. Ça a toujours plus de poids quand ça vient de l'équipe. Quand un dev dit ça, t'es comme oh nice. Okay. Alors que si toi tu le dis, t'es PO, c'est comme bon, OK, il nous impose une affaire encore. Mais là, ça vient de l'équipe. Puis eux autres, ça veut dire qu'ils ont compris les bénéfices aussi d'avoir Invest. Pour ceux qui nous regardent, Invest indépendant, négociable, ça amène de la valeur, c'est estimable, c'est small. Puis c'est testable. C'est le credo de comment ta user story devrait avoir l'air de. Oui, ça, c'est vraiment une bonne fondation quand on écrit des billets. Là, surtout, un des pièges que j'ai vu beaucoup, c'est d'avoir des trop grosses user stories. Ben oui. Ça, c'est un piège là, tu prends ton café, tu sors tes lunettes de lecture, puis... Puis, tu sais, moi, je sais pas si c'est prouvable, mais j'aurais tendance à dire que si tu as une user story qui mesure 2 pieds de long là, en termes de tests, puis tout, pas que c'est pas impossible, là, mais disons que la charge cognitive qu'un individu peut avoir sur les tâches à faire, ben, il va en oublier. Exact. Puis c'est beaucoup plus difficile aussi à splitter ou à faire du pairing quand tu as un gros projet, un gros billet de 8 points, 13 points, whatever les points. Là, mais... Ça, c'est un autre débat. Les estimations. Mais c'est ça. Fait que, puis, c'est pas censé rentrer dans ton équipe. Puis, le PO devrait être conscient de ce qu'il met dans le backlog. Les développeurs, ça marche pas, devraient aussi le dire que c'est risqué, tu rajoutes de la complexité, tu éclates le scope, on peut le diviser. Ça fait partie de la responsabilité d'un peu tout le monde de l'équipe. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, ce que je dirais aux gens, c'est de ne focuser pas nécessairement sur Invest au début. Laisser l'équipe là, se planter un peu, dire OK, là, puis adresser dans les rétros, puis qu'eux-mêmes s'en rendent compte, ben là, c'était trop gros ce billet-là, man. Adresser les douleurs, oui. C'est ça. Ça fait partie un peu de la rétro, du processus de rétrospective, de dire bon, ben, elle était trop grosse. On s'est pété, on s'est planté, puis on va s'améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer? Commencer à avoir ces discussions. Puis là, ça vient de l'équipe. Ça a beaucoup plus de poids. Ça a plus de valeur pour l'équipe parce que ça fait... plus engageant. Oui, exactement. On parle d'engagement. Là. Ça définit un peu aussi ce qui est les processus à l'intérieur d'une équipe. C'est que tu ne peux pas juste imposer un processus à des individus. Techniquement, tu peux, mais ça n'a pas super des... Ça ne suscite pas l'engagement. Exactement. Souvent, les processus de développement, c'est des choses qui sont définies par les individus qui font partie de l'équipe. Puis, le processus du découpage ou de la compréhension, ou de l'idéation, ou de la conception, dépendamment comment vous l'appelez dans vos entreprises, il faut que tu crées de l'empathie. Ça a l'air compliqué, où est-ce que je m'en vais, là, mais tu essaies d'avoir des gens qui sont sensibles aux difficultés que les autres vivent pour faire changer tes processus. Tes processus sont là pour améliorer la vie des membres de ton équipe. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut que tu crées... Il faut que tu highlights soit les douleurs ou que tu génères de l'empathie à l'intérieur c'est un des credos un peu de l'agilité, là, people over process. Oui. Puis si les gens ont l'impression que les processus sont là juste pour satisfaire
un gestionnaire déconnecté de la réalité dans sa tour d'ivoire. Le monde, Ça, je l'ai vu. Ils vont s'en torcher. Jamais. Si ça n'a pas de valeur, les gens le feront pas. Ils vont juste trouver des façons de le contourner. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont peur, pas parce Exact. qu'ils La trouvent peur. que c'est intéressant. Tu as raison. Parce qu'ils vont se faire taper ses doigts. Ça te donne une super belle ambiance d'équipe. Exact. Tu oublies ça, ton safe Fait que space. c'est vraiment, ça part du top. Hein, la culture, il faut vraiment que l'entreprise au complet soit engagée dans cette culture-là d'excellence, d'apprentissage par l'échec, d'empirisme, dans le fond, d'essai-erreur. Fait que, OK, cool. Fait que, une fois que tu as passé à travers toutes ces sens, elle a été toutes les douleurs que tu as dans ton équipe, à ce moment-là, tu peux commencer à changer le processus, tu peux commencer à adresser les problèmes. Ouais. Puis là, ben, pour pouvoir adresser les problèmes, avoir de l'empathie, on parle encore du safe space. Fait que, c'est là, je pense que les Scrum Masters, souvent, doivent se démarquer, ou du moins leur highlight, qui n'est pas un rendu, qui s'évalue sous la forme d'un rapport. C'est la création du safe space à l'intérieur de l'équipe. Ça, c'est tellement bon ce que tu dis, parce que puis je pense que c'est une des affaires les plus importantes de créer ce safe space-là. Là. Mm-hmm. Moi, je l'ai vu, là, dès que tu te sens... dès que tu sens que tu as peur, tu n'es pas en sécurité, là, c'est là que tu fais plus d'erreurs, que tu te désengages, que tu vas... Tu vas essayer d'en faire trop. Ouais, pour, tu vas avoir quelqu'un qui a peur d'échouer puis qui va se mettre à cloquer, à ne pas cloquer toutes les heures d'extra qu'il va mettre. Ouais. Il va regarder ça pour lui. Puis là, il va se brûler, il va tomber en... Non, c'est vraiment toxique. Ouais. J'y crois beaucoup à cette culture-là de safe space. Puis, tu sais, on revient sur d'autres concepts d'intelligence émotionnelle sur le travail, sur la culture, puis sur tout ce que les dirigeants puis les gestionnaires apportent dans une entreprise. Puis c'est un peu la responsabilité de tout le monde de s'arranger pour que ce safe space-là existe. Ouais. Mais ton baromètre ou ton thermomètre à safe space, ça devrait être tes scrums dans tes équipes. Oui. Non, il ne faut pas négliger le rôle, l'importance du rôle du Scrum Master. Ça pourra faire l'objet d'une autre capsule de notre podcast. Oui, super intéressant. Écoute, on aura encore plein de sujets à discuter. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Cool. Ça m'a fait plaisir d'en discuter avec toi. Je suis vraiment content. Puis j'ai hâte de voir les prochains podcasts. Yes, absolument. Merci d'avoir pris le temps avec moi. Puis à la prochaine. À la prochaine. Yes.